Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous accorder de votre temps pour cette émission que vous êtes en train de suivre présentement, émettant à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons nous apaisantir sur des faits d'actualité, sur des faits qui portent sur la population. Et vous le savez, nous sommes en période électorale, nous sommes en période des conflits, nous sommes en période où l'on pèse, l'on analyse, l'on mesure la popularité d'un produit, la popularité d'un acteur social, d'un homme politique, d'un musicien, d'un sportif, ainsi de suite. Et cela s'est fait généralement par ce qu'on appelle un institut de sondage. Institut de sondage. Alors nous avons voulu organiser cette émission pour que nous puissions en connaître un peu la crédibilité, la méthodologie, et puisqu'on en parle ici en République démocratique du Congo depuis un temps. Et nous avons le privilège, nous l'avons abordé, il a accepté de venir prendre part à cette émission. Et il s'agit d'une personnalité qui figure parmi les grands dans ce qui concerne l'Institut de sondage en République démocratique du Congo. Il s'agit de Monsieur Panda Frédéric. Il est pratiquement le directeur général de l'Institut de sondage Le Point. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Très bien. Voilà, M. Panda Frédéric, je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur général de l'Institut de sondage Le Point. Il est actif en République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. 20 ans. 20 ans. Et il a subi une formation, il a travaillé à l'étranger, particulièrement en France, dans ce domaine particulier. Il est anthropologue, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, je voudrais d'entrée de jeu, M. Panda, que vous nous disiez d'abord ce qu'est un sondage. En fait, j'aimerais expliquer dans des termes beaucoup plus élémentaires, Okay. de sorte que je me fasse bien comprendre par nos téléspectateurs. Et surtout que les termes techniques échappent beaucoup de personnes. Les sondages est une pratique, les sondages d'opinion est une pratique par laquelle on propose un questionnaire à une population bien précise pendant une période bien déterminée pour s'enquérir de l'opinion de la population. C'est-à-dire, vous venez là où il y a la population, vous leur posez des questions par un questionnaire déjà très bien élaboré, afin de savoir ce que la population pense d'un point précis, d'une situation précise. Voilà comment je peux résumer les sondages. Et cela est limité dans les temps. Okay. Dans les temps et dans l'espace. Je m'explique. Un sondage est limité dans les temps comment? Prenons les cas d'une date bien précise. Nous parlons par exemple, aujourd'hui nous sommes les 25. L'opinion du 25 n'est pas forcément l'opinion que nous pourrons avoir les 30 ou encore l'opinion qu'on devrait avoir les 20. Donc l'opinion varie en fonction de certains concours de circonstances. C'est ainsi que nous précisons très bien que le sondage est réalisé en temps. OK. Le sondage, de l'autre côté, est également réalisé en espace, c'est-à-dire un terrain d'application, un endroit bien précis, une communauté, une zone bien précise. On se dit que ce sondage, c'est uniquement pour les gens, prenons le cas de la commune de Kinshasa. Alors, si nous avons un sondage qui est déjà limité en termes de temps, de timing, on le limite aussi en termes de l'espace géographique. Nous ne pouvons pas interroger quelqu'un qui habite la commune de la Gombe dès lors que l'enquête concerne les gens habitant dans la commune de Kinshasa. Pourquoi? Puisque les gens de la commune de Kinshasa ont leur propre façon, ont leurs problèmes qui sont différents des problèmes des gens... Ils sont dans leur environnement. Voilà, tout à fait. Qui sont différents avec les gens habitant, par exemple, Ngaba, Gombe, quand bien même ce sont des communes voisines, ils n'ont pas toutes les mêmes problèmes. C'est ainsi que nous disons que le sondage est une pratique par laquelle, à l'issue d'un questionnaire, on interroge la population de sorte à avoir leur point de vue dans un timing et un espace bien déterminé. Ok, voilà. La question est claire et elle est précise, et la réponse elle est claire et elle est précise. Vous donc c'est peser, si on peut, c'est le thermomètre de l'opinion d'une population dans un espace donné pendant une période bien déterminée. Tout à fait. Alors vous avez quelle expérience pour prétendre diriger depuis près de 20 ans
c'est vrai que c'est vous qui l'avez mis en place, l'Institut de sondage Le Point. Quels sont vos arguments ou votre soubassement pour être en mesure d'opérer ces genres comment dirais-je, des détails sur les vécus quotidiens congolais ici en République démocratique du Congo? Mais écoutez, d'abord en tant qu'anthropologue des formations, j'ai cette capacité de comprendre les problèmes qui se posent au niveau de la société, les comportements de la population. Ça, c'est un. De deux, je suis un ancien de l'Institut français de l'opinion publique. J'ai fait l'IFOP, j'ai fait l'IPSOS, j'ai fait les BVA et j'ai fait les CSA. C'est-à-dire, je maîtrise parfaitement les outils de travail. Les terrains, quand je peux dire, les embargos qui sont autour des données récoltées sur les terrains. Je maîtrise parfaitement tous les travaux. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes sur le terrain, nous sommes opérationnels, ça fait pratiquement 20 ans. Et dans les 20 ans, nous avons eu à accumuler beaucoup d'expérience les Congolais. Comment fonctionnent les Congolais? Comment fonctionnent les agglomérations? Nous disposons les communes, les territoires, ainsi de suite. Et ajouté à cela, nous avons aussi un personnel qui est réparti partout à travers la République dans les 145 territoires. Ah bon? Dans les 145 territoires, nous avons 3 enquêteurs par territoire. Alors, nous sommes proches de la population, nous vivons au quotidien ce que la population vit. Ça ne vaut pas la peine que M. Panda se déplace, que j'aille dans un coin pour aller faire une enquête par sondage. Je ne les fais pas. J'ai des gens sur place qui vivent avec les communautés sur place, qui savent les réalités de ce qui se passe sur le terrain, qui contrôlent les mouvements de toutes les situations dans un questionnaire bien précis. Par exemple, si on parle de la politique, puisqu'il faut que je puisse ouvrir une parenthèse. Les sondages d'opinion, c'est pas seulement la politique. Oui, c'est ce que je dis au départ. C'est pas seulement la politique. Nous faisons les études des marchés, les études de faisabilité. C'est une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Avant d'ouvrir la maison Les Points, nous avions la Chambre de commerce et d'industrie australo-congolaise, où nous avons fait toute l'Asie-Pacifique, ainsi que l'Australie. Donc là, on ne travaille pas de la politique. On parlait du business, les contrats au niveau international. Alors, j'étais en train de dire que nous avons des travailleurs, des enquêteurs qui sont sur place, c'est-à-dire qui vivent avec la communauté de base, qui connaissent toutes les réalités. Par exemple, d'un politicien qui est à Kinshasa, il peut vous raconter des histoires ici, alors que la base ne connaît pas ce qu'il dit. Mais nous, en tant qu'essai des sondages, on a cela. On est en mesure de savoir ce que le monsieur est en train de dire. Est-ce que c'est les vrais baromètres nous consultons les vrais baromètres pour toutes les personnalités politiques à partir de leur base. Donc, voilà, tous ces atouts-là font que nous soyons en mesure de capter en temps réel l'opinion de la population sur un sujet bien précis. Ça peut être une boisson, ça peut être un pagne, ça peut être, pourquoi pas, du lait, ça peut être un joueur, ça peut être un politicien. Alors, puisque souvent, quand nous faisons des enquêtes par sondage annuelles, nous ramassons presque tous les faits sociétals. Nous prenons un peu tout, nous prenons des politiciens, nous prenons des joueurs, c'est tout le monde qui est dedans. Alors, à partir de nos enquêteurs qui se retrouvent dans les 145 territoires, nous sommes en mesure de restituer fidèlement ce qui se passe au niveau de l'opinion. Okay. Voilà brièvement ce que je peux dire, ce qui nous pousse à descendre de temps en temps, faire des enquêtes et les publier. Puisque nous maîtrisons les travaux de par notre expérience, de par notre formation, et aussi les instruments du travail avec lesquels nous fonctionnons et les personnels d'appoint. Ok. Voilà. Alors, quelle est la méthodologie que vous utilisez? C'est vrai que dans vos différentes publications, lorsque vous sortez des éléments de sondage, il y a toujours une explication par rapport à la méthodologie utilisée, et ainsi de suite. Alors, quelle est la méthode que vous utilisez pour permettre à ceux qui nous suivent présentement de savoir que c'est une évaluation d'une situation relative à l'opinion que se fait une population vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de tel produit, vis-à-vis de telle personnalité, ainsi de suite. Alors, comment vous y prenez? Bon, j'aimerais faire une petite pédagogie, de sorte que la population comprenne
Quand on veut élaborer, réaliser une enquête par sondage, on commence d'abord par un questionnaire. OK? Le questionnaire qu'on présente au niveau de la population. Alors, avec ces questionnaires, il y a une sélection des gens, puisqu'on ne doit pas interroger tout le monde. Il y a des catégories de sondages. Nous avons les sondages aléatoires, hein, et les sondages que nous utilisons beaucoup plus par la méthode des quotas. Hein. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons notre méthodologie par quota. OK? Par quota, c'est-à-dire quoi? Nous sélectionnons les personnes bien précises à partir de l'âge, catégorie socio-professionnelle. Et aussi, nous allons trop loin, ça dépend d'une enquête à une autre. Si l'enquête voudrait que nous puissions savoir aussi l'état d'esprit des personnes, nous pouvons même savoir les tendances religieuses. Et même le sexe de voix. Bien sûr, les sexes. J'ai dit âge, sexe, catégorie socio-professionnelle. Et puis d'autres variables viennent en fonction des caractères des questionnaires et de la matière traitée. Puisque nous ne pouvons pas demander à quelqu'un qui regarde, par exemple, les dessins animés ou bien les cinémas, sa tendance politique. Vous comprenez? Ou bien tendance religieuse. Mais s'il y a une préoccupation qui entre dans les travails, mais là, effectivement, on peut ajouter de temps en temps les différentes variables qui constituent les sondages. Voilà. Et quand nous terminons cette étape, les sondages est traité. Pour le moment, nous avons des logiciels. Il arrive des fois, nous utilisons les téléphones. Hein? Nous utilisons les téléphones. Les téléphones nous permettent à ce que nous puissions entrer dans notre database les différentes personnes selon les quotas, qui nous donnent des réponses. Et c'est la plupart maintenant comment je peux dire, la plupart d'enquêtes, nous les réalisons à partir des téléphones. Maintenant, quand les résultats arrivent, c'est traité directement à partir de nos logiciels. L'enquête est traitée. Après les traitements de l'enquête, nous faisons nos analyses et autres. Maintenant, pour présenter ces sondages, nous avons ce que nous appelons la fiche technique. Aucun sondage ne peut être publié sans qu'il y ait une fiche technique. La fiche technique, c'est quoi? En matière de sondage, c'est, comment je peux dire, c'est un document, un parchemin, quelque chose qui vous montre comment nous avons réalisé cette enquête par sondage. Là, nous collons presque tout. Nous vous montrons quelle méthode on a utilisée, quelle catégorie de personnes on a utilisé, quel a été le terrain d'application, jusque même à aider à la marge d'erreur. OK. Alors, c'est ça fait partie de la première page. Quand quelqu'un ouvre un sondage, il verra ça. Il y a ce qu'on appelle fiche technique, tout est inclus dedans. On a tout expliqué très bien. Je ne sais pas si... Donc, on pourrait appeler autrement un soubassement. Bon, moi j'utilise ici les termes beaucoup plus techniques. Hein, nous appelons ça la fiche technique du sondage. Dans cette fiche, par exemple, les sondages que nous avons réalisés il n'y a pas longtemps, c'était une enquête réalisée face à face. On détermine la méthode, la façon dont on a abordé la population. J'avais dit la date, on met la date, échantillon, globalement l'échantillon est de 1000 personnes. 1000 personnes, contrairement à certains gens. C'est représentatif? Très représentatif pour toute la République, 1000 personnes. Ah bon? Et nous étions en train de travailler avec des partenaires de la Banque mondiale, de sorte qu'on puisse même réduire les chiffres des 1000 personnes à 400 personnes. Puisque souvent, une petite parenthèse, je suis consultant à la Banque mondiale. Les enquêtes que nous faisons pour les comptes de la Banque mondiale, nous avons l'échantillon de 400 personnes. Et c'est représentatif de toute la République. Très représentatif. L'avantage, c'est quoi? C'est la méthodologie utilisée. Quand nous prenons la méthode des quotas, ça nous permet d'avoir facilement les réponses. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt à aller interroger tous les journalistes si j'ai besoin de votre point de vue, des points de vue des journalistes. Je me dis, si je vois Blaise, j'aurai tout ce qui se passe au niveau des médias. J'ai choisi 4-5 personnes dans les médias, 4-5 journalistes seulement. Par la méthode des quotas, j'aurai déjà l'éclairage de ce qui se passe au niveau des médias en RDC. Alors, je vois 4-5 avocats,
j'aurai également ce que les avocats disent. Je vois 4-5 magistrats, ils me diront ce qu'ils disent. C'est ça ce qu'on appelle les quotas. Des échantillons. Oui. C'est très représentatif. Alors avec ces 1000 personnes, ça nous permet de faire une répartition en fonction des quotas et qui sera à mesure de nous restituer la vérité du terrain, la réalité du terrain. Vous comprenez? Bon, contrairement à la méthode aléatoire, c'est-à-dire où vous interrogez tout le monde. Vous risquez d'interroger sur l'échantillon de 1000 personnes, vous interrogez 1000 journalistes. Vous comprenez? Il y a un risque quand même. Il y a un risque, vous ne saurez pas ce que les avocats pensent, vous ne saurez pas exactement aussi ce que les députés pensent. Donc, vous voyez, tout est bâclé là-dedans. Alors, c'est ainsi que nous utilisons cette méthode des quotas pour nous permettre de bien avoir la réalité du terrain autour d'un échantillon juste des 1000 personnes. Ça suffit, c'est très suffisant. Ok. Oui. Alors, ma question est la suivante. Non, j'aimerais aussi ajouter autre chose. J'aimerais ajouter c'est pédagogique, hein? Et puis, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Les sondages, c'est l'échantillon que nous prenons pour mesurer la population, l'opinion de la population, et comme ce que les médecins appelleraient la goutte épaisse. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un grand détail, par rapport à moi, s'il faut qu'on puisse prélever la goutte épaisse, la personne qui a des grands détails, on ne peut pas prendre un litre de sang chez elle. Non. C'est la même quantité. La même quantité. Et cette quantité pourra nous permettre à ce que nous puissions savoir la réalité. Donc les diagnostics dans les différentes personnes, mais l'échantillon reste toujours, la goutte épaisse reste la même quantité. Okay. Je vous donnerai encore un autre exemple. Vous préparez, vous mettez du sel. Là, c'est beaucoup plus pour les mamans. Vous mettez du sel. Pour goûter, savoir si le sel est suffisant, la maman remue. Et puis elle prend juste une petite quantité. Et elle n'a pas besoin de prendre une quantité. On n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire les sondages. Okay. On s'arrête au niveau des 1000 personnes. Généralement, c'est l'échantillon qui est universel. Mais n'empêche qu'il y a des grandes études. On appelle ça les études omnibus. Qui sont différentes des sondages que nous réalisons, des intentions de vote et des codes de popularité. Parce que les omnibus, c'est quoi? Omnibus, c'est-à-dire il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'éléments dedans. Donc vous prenez beaucoup d'éléments, prenons le cas de la médiamétrie. Quand nous parlons des médias, nous voyons, on doit parler des programmes les plus suivis, les heures d'audience, les journalistes préférés, journal télévisé, lesquels. Vous voyez, il y a beaucoup d'espacements. Il y a beaucoup d'éléments qui alors, des enquêtes pareilles, souvent, ça varie. On peut aller de 2000 à 3000 personnes, ça peut arriver. Okay. Dernièrement, on avait un projet, puisqu'on collabore aussi avec la JICA. On avait un projet, on devait travailler sur les projets de transport urbain à Kinshasa. Bon, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une firme sud-africaine qui ne connaît pas les réalités de la RDC qui a pu gagner ces marchés. On a tous beaucoup travaillé dedans et avec les Japonais, on évoluait déjà très bien. Mais par notre grande surprise, on nous apprendra que les marchés étaient attribués à une firme sud-africaine, étant donné qu'en RDC, il n'y a pas de sécurité, tout ça, beaucoup de choses là-bas, tout ça. Alors, avec les Japonais, on devrait travailler autour de 8000 personnes comme échantillon. Et là, ce sont des enquêtes que nous appelons les enquêtes omnibus. Ça prend beaucoup d'éléments au même moment. Alors, le reste des petites enquêtes, les intentions de vote, code de popularité, et ça, ce sont des petites enquêtes qui ne durent pas, qui peuvent se faire dans 24 heures. On a toute la réalité sur le terrain. Ou bien alors, à quel moment on dit qu'une enquête elle est plutôt qu'un sondage est biaisé? Voilà. Les biais des sondages, nous avons double biais. Nous avons les biais internes, intérieurs, et les biais externes, biais de l'extérieur. C'est-à-dire, je vais vous donner encore, je liste par un petit exemple là. Tu es devant un enquêteur, ok? Tu lui poses la question, est-ce que monsieur, ces derniers temps, vous êtes allé au restaurant? Ok? Il est à côté des personnes, peut-être ça lui fera honte de dire que non, je ne suis pas allé au restaurant. Puisque ça peut dire que monsieur n'a pas de moyens. Il vous dit tout doucement, oui, je suis allé au restaurant. Qu'est-ce qu'il t'a mangé? Il vous donne des éléments, ce qu'il peut vous donner comme réponse. Il y a déjà un biais là-bas. Donc il vous a menti. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a également les biais internes. Là, c'est les biais qui viennent chez les enquêteurs que nous envoyons sur le terrain. À l'époque, c'était monnaie courante. Pourquoi? Puisque l'enquêteur peut aller s'enfermer quelque part
Il remplit les fiches lui-même. Hein? Il remplit les fiches avec ce qu'il y a dans sa tête. Il vous ramène les copies. Et vous prenez en considération ce qu'il vous a donné. Et cela, il y a aussi les biens internes. OK. Mais maintenant, les biens internes est réduit avec les systèmes de logiciels que nous disposons pour le moment. On est en mesure, en temps réel, avec nos smartphones, de savoir localiser nos enquêteurs là où ils sont. Ils peuvent vous dire, non, écoutez, moi je suis au marché, je suis, qu'on appelle, au grand marché. Et je suis à Zando. Il y a moyen de les localiser. Vous voyez, effectivement, monsieur est à Zando. Vous les voyez, il y a la géolocalisation qui sort. Avec nos logiciels, on sait savoir si telle personne est à tel endroit, est-ce que tout ça, est-ce que son terrain d'application, son rayon de mouvement les permettait d'être au grand marché. Tout comme vous pouvez interpeller quelqu'un, vous dites, mais tiens, je te vois au grand marché là, alors que tu devrais te trouver en Gaba. Il va t'expliquer pourquoi il est là-bas. Vous comprenez? Alors, les biais internes sont en train d'être réduits petit à petit. Mais c'est les biais au moins externes qui créent des problèmes, puisque quelqu'un voudrait peut-être te faire voir qu'il a une très bonne position, bon, peut-être par crainte, par honte, tout ça, bon, voilà. Bon, mais les sondeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, les sondeurs en grande partie doivent être un sociologue, un anthropologue, donc des personnes qui connaissent les comportements de la population. Très bien. On peut m'amener une situation, j'ai dit non, c'est pas ça. Si le terrain, c'est pas comme ça. Okay. Vous devrez aussi avoir une expérience en matière politique si vous faites quelque chose de politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que non, voilà, toutes les personnes qui sont parties à l'Union Sacrée sont allées juste pour s'aventurer. À un moment donné, ils vont rentrer au FCC. Vous voyez, il faut être un analyste politique, comprendre déjà que non, ceux qui sont partis, ils ne pourront plus revenir. Au cas où les FCC pouvaient se relever. Puisque les autres n'accepteront pas que vous étiez déjà parti et vous êtes revenu. Okay. Donc il faut toujours avoir au moins un point de vue global sur l'enquête que nous faisons. Il y a autre détail, autre chose très importante, c'est les pré-sondages que nous faisons. Avant de faire un sondage dans un coin, on se documente. On se documente sur tout ce qui se passe dans ce coin, on essaie un peu de lire tout ça pour comprendre ce qui se passe. Ok, super. Ouais. Alors, je vais m'attarder sur 3 petits points. J'apprécie vraiment la manière dont vous abordez les questions et la manière dont vous répondez à ces questions. Merci. Dites-moi, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour désigner un meilleur ministre, un meilleur gouverneur? Ok, voilà. Alors, il y a des critères, il y a des critériums que nous posons. Par exemple, pour être désigné un meilleur gouverneur, ok, d'abord, il faut être gouverneur. Il faut être gouverneur. De deux, c'est comme ce que je suis en train de dire, les sondeurs doivent lire tout le temps, comprendre dans quel... il est en train de faire quoi et quel est le sujet de base. On dit meilleur gouverneur. Ok, qu'est-ce qu'un gouverneur peut faire exactement dans sa province? On ne peut pas réfléchir, non, le gouverneur doit donner à manger aussi aux gens, il doit distribuer l'argent, non, on ne réfléchit pas sous cette forme. Nous avons un soubassement, par exemple, un grand canevas, la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs établit un parchemin. Hein, la feuille des routes, comment la feuille des routes, comment les gouverneurs, les gouverneurs doivent devoir fonctionner. Pour ce qui est des gouverneurs, il y a eu au moins 5 points sur lesquels la conférence des gouverneurs s'était établie. Donc il y a eau et électricité, il y a économie, il y a politique et sécurité, il y a ça m'échappe un peu là, mais les deux autres là. Déjà les voilà. Alors, quand nous descendons sur le terrain, on prend ces critériums, ces 5 critériums. On pose la question à la population. Sur le plan de l'eau et l'électricité, est-ce que vous avez vu une action dans ce sens? La population vous dit oui, il y a une action, oui. Voilà, on cote. Ok? Il n'y a pas d'action, on cote. Sur eau et électricité. Oui, 4e infrastructure, oui, infrastructure et route. Bon, nous demandons encore à la population, quand nous avons déjà quitté par exemple les eau et l'électricité, il y a les infrastructures. Est-ce que vous avez vu la construction des routes et autres? Ok? Nous prenons la réponse. Ok, on cote ok. Nous prenons politique et sécurité.
comment ça se passe ici, la sécurité, l'insécurité, comment tout ça? Non, en tout cas, ici, ça va, la paix, le calme règne partout, tout ça, on cote. Ok, non, ici, ça ne va pas, il y a un taux trop élevé des Koulouna, les enlèvements, tout ça, on cote. Ok? Nous quittons les 3 domaines, nous entrons dans un autre domaine économique, par exemple. Comment se comportent les prix qu'on appelle des produits alimentaires ou autres produits de première nécessité sur les terrains? On cote également. Et dans l'économie, on voit également, puisque pour l'intérieur, on voit également les différentes tracasseries qui rentrent dans les systèmes des commerçants, qui empêchent les commerçants de ne pas bien évoluer. Alors, l'ensemble de tout cela nous permet à ce que nous puissions faire une moyenne. En eau, électricité, il a eu autant, infrastructure, il a eu autant, social, il a eu autant, politique et sécurité, il a eu autant. L'ensemble nous permet maintenant de faire la moyenne. Alors, le gouverneur qui aura atteint par exemple 60% par rapport à un autre, donc puisque chaque gouverneur est testé dans sa province, le classement maintenant vient en termes de résultats obtenus dans chaque province. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends. C'est-à-dire, sur 100 personnes dans ta province, tu as eu par exemple 70%, ok? Qui se sont favorables par rapport au... Par rapport, voilà. Et l'autre, dans sa province, il a eu 30%. Il sera toujours en dessous de vous. C'est comme ça qu'on les aligne. Celui-là est le meilleur, l'autre n'a pas bien fait. Mais autre chose, c'est quoi? Nous précisons pour le gouverneur, c'est pour 3 mois, dont l'évaluation est trimestrielle. Ça, même le chef de l'État l'avait dit lui-même, qu'on va devoir évoluer et qu'on appelle apprécier les ministres en fonction de leur travail pendant les 3 mois. Et nous le faisons régulièrement. Je pense... Et pour les ministres, c'est la même chose presque? Non, pour les ministres, c'est presque la même procédure. Chacun dans son domaine. Il y a l'aide des missions. Oui, voilà. Feuille de route. Tout à fait. On essaie un peu de voir dans sa feuille de route qu'est-ce qu'il a essayé de faire pendant un mois. Puisque là, c'est mensuel. Là, c'est mensuel. Pendant ces mois, qu'est-ce qu'il a exactement fait en fonction de sa feuille de route. Très bien. Et tout le monde est évalué en fonction de sa feuille de route. Ok. Mais bon, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne presque pour... tout le monde. Les explications sont très claires. Alors, je voudrais vous poser une question. Permettez-moi un peu de personnaliser le petit débat. Il n'y a pas de problème. Vous venez de sortir un sondage qui défraie la chronique. Parce que vous en faites autant de sondages. Vous en avez fait depuis. Je vous lis, je vous suis depuis près de 20 ans. Depuis que je suis dans la profession, je vois vos sondages sortir, on le lit. Et il y a un sondage que vous avez fait sur la province du Sud Kivu, dans lequel vous cherchez à connaître, d'abord, première des questions, est-ce que ce sondage il a été commandé? C'est ça la première question. On commande aussi le sondage, particulièrement pour les produits alimentaires, ainsi de suite. Il y a des sociétés qui commandent des sondages pour savoir avoir comment on dit, la température de consommation ou des intentions de consommation. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez sorti un sondage pour la province du Sud Kivu, sondage au cours duquel vous dites que le politicien, vous cherchez à savoir les politiciens les plus populaires et vous en avez sorti un. Il s'agit de l'actuel ministre d'État, ministre du Budget, Emeboji Sangara. Alors, on voudrait connaître, l'opinion voudrait savoir, entre autres, cette opinion de Sud Kivu. Vous avez expliqué les éléments qui sont entrés en votre faveur et tout ça pour faire un sondage. Comment vous êtes parvenu à dire que celui, parce qu'il y a d'autres qui disent non, mais voilà, il y a tel qui est déjà très populaire. Tout ça. Alors qu'en son temps aussi, vous aviez fait des mêmes sondages où il y avait d'autres aussi qui étaient beaucoup plus populaires et qui ne sont plus sur la scène politique ou qui sont encore moins, ainsi de suite. Expliquez-nous. Bon, écoutez, j'aimerais revenir sur les points que vous avez soulevés tout à l'heure, la commande des enquêtes par sondage. Il n'y a aucune enquête par sondage qui peut être faite sans pour autant être commandée. Donc toutes les enquêtes sont commandées. Généralement, ce sont les agences de presse, ce sont des politiciens, ce sont les opérateurs économiques, les différentes personnes, les décideurs, les gens qui veulent avoir l'éclairage sur le terrain, qui commandent les sondages. Pour notre cas, nous avons une agence, les Pélicans. C'est cette agence qui commande les sondages, généralement. À l'époque, cela n'est pas exclu. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le prof Kinké Moulumba. C'est un grand homme scientifique, un grand esprit, puisqu'on a aussi beaucoup appris quand on était à côté de lui. C'est les seuls journalistes, les seuls médias, les softs, qui acceptaient de commander les sondages. Ça, chapeau bas au prof Kinké. Alors, normalement, c'est les médias qui devraient régulièrement
commander les sondages. Vous comprenez? Une fois, j'ai appelé les gens de la radio Okapi, je leur ai dit, mais vous faites les sondages dans vos rubriques. Est-ce que vous avez déjà vu un média européen, américain faire les sondages? Non. Les médias européens, américains, ils commandent les sondages. Auprès des instituts des sondages. Et les instituts des sondages leur livrent. Et quand vous voyez même les sondages au niveau de l'Europe, il y a toujours, par exemple, le point pour tel, tout ça, tel organe de presse. Voilà. À ce qui concerne l'enquête par sondage réalisée dans les sites Kivu, bon, je ne sais pas, traditionnellement, quand on publie un sondage, il y a toujours des gens qui parlent. Hein. Il y a toujours des gens qui sont pour, les autres sont contre. C'est une tradition. Ça a toujours existé comme ça. Parce que les sites Kivu, il y a eu beaucoup de personnes. Avant même que nous puissions parler des bogies. Hein, nous avons connu aussi les Camérés, on a connu les Birines, on a connu beaucoup de personnes qui sont passées par là. Ok. Les sondages que nous avons réalisés, c'est un sondage qui est lié à la souffrance de la population. La façon dont la population est en train de se comporter, de vivre ces derniers temps, alors que nous approchons vers les élections. On avait un souci, de par notre agence de communication, qui est les Pélicans, d'avoir l'éclairage exact sur le terrain. Aujourd'hui, je salue le gouvernement qui a initié les programmes des 145 territoires. PDLT 145. Voilà. Mais en attendant que ces programmes arrivent, la population souffre, vous n'avez pas l'idée. Et la population n'a pas besoin des discours. La population a besoin d'un petit pont qu'on peut jeter quelque part pour relier les deux bouts des chemins. La population a besoin des intrats agricoles. La population a besoin des écoles qui n'existent pas en attendant les programmes des 145 territoires. Et la population tourne chez qui? Chez les politiciens. Chez les personnes qu'elle a élues. Alors, quelles sont ces personnes qui ont des actions concrètes, palpables sur le terrain? Et chacun dans son territoire, hein, comme on le fait souvent, chacun dans son territoire, qui a fait mieux. Il s'est avéré que Boji a fait beaucoup d'actions au courant de cette période par rapport à d'autres politiciens de son coin. Puisqu'il ne suffit pas seulement d'aller dans un discours. Les discours, oui. Mais la population a besoin des matériels, de voir ce qui est, quels sont ces politiciens qui se préoccupent beaucoup, qui se soucient beaucoup plus de la population plutôt que des promesses. Alors, vous apésantissez sur les actions posées ou l'impact de ces actions posées dans le bien-être de la population. Quel est l'élément sur lequel vous... Non, tous les deux. Puisque d'abord, pour qu'il y ait impact, il faut qu'il y ait une action posée. Il faut qu'il y ait une action. Donc, le politicien a fait l'action. Nous sommes en train de partir vers des élections. Puisqu'il ne faut pas que les beaux parleurs reviennent encore, qui racontent, qui séduisent la population par des paroles. Puisqu'il y a une nouvelle façon de voir les choses au niveau de la base pour le moment. La population regarde beaucoup plus les actions que les paroles. Alors, quelles sont les actions qui sont réalisées sur le terrain? On a évalué les actions des différents politiciens. Et ça, une parenthèse, j'aimerais le dire, ce n'est pas moi qui suis descendu sur le terrain. Ce sont eux-mêmes les habitants de chaque coin qui ont sorti ces rapports, d'autant plus que nous avons des enquêteurs sur place qui vivent au quotidien à Bukavu. Et qui vivent au quotidien dans différents coins où ils ont travaillé, qui ne sont pas partout, et ils ne sont pas ici à Kinshasa. Alors personne ne peut venir ici vous raconter des histoires que il ne connaît pas ce qui se passe là-bas, mais quand bien même je ne suis pas parti, j'ai des gens sur place. J'ai une base de données. Nous fonctionnons sous forme d'une toile d'araignée qu'on jette sur un espace, un terrain d'application bien précis. Voilà. Et les éléments qui nous viennent de là sont crédibles et vrais, vérifiables. Okay. Puisqu'on n'est pas allé dire que non, X, Y dispose d'autant de hommes, de vieillards, vous descendez sur le terrain, vous ne voyez pas. Non. Tout ce qu'on a dit est vrai et ça existe. Et quand on a dit que X n'a pas fait quelque chose de grand, il n'a pas fait. Mais qu'à cela ne tienne, c'est comme ce que j'étais en train de dire aussi ici tout à l'heure, qu'il peut y avoir des sentiments, quelqu'un peut se dire non, que mon boss ait fait quelque chose ou pas, bon, je parle de lui. Mais au fait, ça faisait partie des critères. Mais en grande partie, les critères qui ont été, beaucoup plus appuyés par la population, c'était les actions sur le terrain et leur impact.
Okay. Voilà. Globalement, c'est comme ça que nous avons travaillé. Alors, on est en train de nous acheminer vers la fin de cette entrevue. Et bon, les élections arrivent, vous allez faire la même chose. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une sorte de... comment on peut appeler, de bérésina, donc une sorte de défaite par rapport aux projections que vous faites avec votre sondage? Généralement, vos sondages, il s'avère qu'ils sont toujours bons. Je ne pense ou pas. Ou bien, deux fois, voilà. La réalité sur le terrain vous rattrape par rapport au sondage. Non, voilà, je vais vous dire une chose. Les sondages, ici, chez nous, les sondages, de manière globale, c'est un instrument de référence. Okay. Partout ailleurs au monde. Mais ici, chez nous, ce n'est pas un instrument de référence. Il y a des négociations politiques qui priment par rapport aux données du terrain, aux données des sondages. Mais j'aimerais vous dire que toutes nos prédictions ont toujours été les meilleures prédictions qui est possible. Prenons les cas des élections de 2006. Nous avons arrêté de réaliser les enquêtes par sondage, les intentions des votes, 2 semaines avant que les gens n'aillent aux urnes. Et nous avons sorti les résultats, Kabila et Bemba. Kabila 57, quelque chose, Bemba 47, bon à peu près, voilà, quelque chose de pareil. Et là, c'était une semaine avant. Une semaine. Non, 2 semaines avant. Je n'ai pas les documents avec moi ici. On était en partenariat à l'époque avec les Soft International. Il y a les profs qui me dit, Monsieur Panda, avec tes résultats que tu m'amènes, est-ce que tu me donnes l'assurance que je publie ça? Je dis oui, vous devrez les publier. Il dit, mais si ça s'avère négatif, c'est que tu m'as induit en erreur. J'ai dit au prof, je suis un professionnel dans ce domaine, vous pouvez être à l'aise de publier. Il a publié les journaux. Non, il a publié les résultats 2 semaines avant que la population n'aille aux urnes. OK? Et après, ça s'est suivi et c'était cela les résultats. OK? Prenons les cas. Je vais prendre un cas qui est trop sensible pour le moment. Le cas des VK, l'INC. OK? VK a des problèmes avec Kabila. Il va devoir quitter Kabila. Il a quitté Kabila. Tout de suite, il n'avait pas directement créé l'INC. Peut-être c'était déjà créé, mais on ne savait pas. S'il y a quelqu'un qui a travaillé de sorte que VK sorte, de là où il était, qu'il fasse des grandes communications, c'était le point. On a sorti ces sondages. En son temps. En son temps. 2008. 2009. 2008. 2008. C'est en 2009 qu'il est parti. Oui. 2008, on a sorti ces sondages. Voilà, c'était... quand je suis en train de glorifier les profs Kinké, ce n'est pas pour rien. Le prof Kinké est venu nous voir dans nos bureaux. Et tiens, il a commencé à poser des questions. Je lui ai montré, je lui ai dit, prof, regarde ce qui sort dans nos tableaux. Voilà, si les élections présidentielles auront lié, qui au numéro D? Et c'est VK qui devrait sortir au numéro D. On m'appelait de partout. Non, mais comment tu peux agir ainsi? Tout ça, est-ce que toi tu penses que VK est fort? J'ai dit oui. En tout cas, il va battre beaucoup de gens et c'est aussi, il risque de bousculer même Joseph Kabila. Si on m'a demandé, mais Etienne Tshisekedi, tout ça, bon, en fait, à l'époque, Lévier n'avait pas voulu prendre la mèche, je pense. Bon, voilà, il ne s'était pas encore totalement très bien prononcé. Et à l'époque, je me souviens, VK était encore au Canada ou bien aux États-Unis, il m'appelait pour me féliciter. Et quand il est revenu, vous avez senti vraiment la force. OK. Il y a beaucoup d'exemples, on peut citer à la longueur de la journée. Okay. Bon, on ne peut pas passer tout le temps en train de citer cela, mais du moins, rassurez-vous que tout ce que nous donnons comme prédiction, en tout cas, finisse toujours par prendre bon train. Merci beaucoup, Monsieur Panda Frédéric. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de sondage Le Point et vous êtes prêté à nos questions pour donner plus de lumière sur la manière dont se déroulent les sondages en République démocratique du Congo. Je pense que l'opinion qui vous a suivi, les téléspectateurs qui vous ont suivi sont suffisamment égayés quant à ce. Une dernière phrase? Non, ça va? Bon, la dernière phrase, ça ne manque toujours pas. En fait, nous sommes en train de partir vers les élections. La population pourra, je demande à la population de se préparer, pas seulement la population de Kinshasa, mais de tous les 145 territoires, de se préparer de sorte que nous puissions réaliser des grandes enquêtes sur les codes de popularité d'abord, les codes de popularité pour le moment, jusqu'à aboutir aux intentions de vote, je crois même un mois avant que nous puissions nous puissions aller aux élections, puisque là, on aura au moins les candidats qui se seront déjà prononcés, nous serons en mesure
de réaliser des intentions de vote. Alors, je demande à la population, je remercie d'abord la population du Sud Kivu qui nous a très bien accueillis. Je remercie également la population de Kinshasa et différentes personnes qui se donnent librement à nos enquêtes par sondage. Voilà, les points sont à la disposition de tout le monde. Toute personne qui voudrait savoir sa température sur le terrain, les gens qui se nourrissent des ambitions d'entrer en politique ou bien dans un domaine bien précis, ils sont les bienvenus chez nous. Nous sommes à leur entière disposition de sorte que nous puissions leur donner la température, la vraie température fraîche de la base. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, ça se fait ailleurs. Ailleurs, c'est vraiment ça. En France, aux États-Unis, en Allemagne, c'est ça, en fait, qui permet d'évaluer votre force sur le terrain. Et puis, ça vous permet de changer de fusil d'épaule au cas où ça n'allait pas. Merci de nous avoir suivis et merci particulièrement à nos techniciens, Hippolyte Dombassi, Vasco. Et nous vous disons merci et on se revoit prochainement pour un autre numéro. Au revoir.